Moi aussi, j'ai beaucoup de retard sur, sur le lancement de ce protocole. Donc, le protocole satellite, qui a pour objectif d'évaluer plusieurs stratégies de sauvetage chez les patients qui ont une GPA avec une réponse thérapeutique qui est inadéquate à un traitement de référence. Le rationnel de cette étude, c'est qu'on dispose de traitements qui sont maintenant extrêmement efficaces pour l'induction de la rémission chez les patients avec une GPA. Mais si l'on regarde les premières études, sur le rituximab chez les patients qui étaient, en échec, de l'endoxan, donc une population un peu particulière, les réponses à ce traitement étaient variables, mais on avait jusqu'à, 27 de patients qui étaient en échec, du rituximab et qui étaient, auparavant en échec de l'endoxan. Donc il y a vraiment des patients qui sont, réfractaires, au traitement et on avait un peu des données, similaires sur, une étude rétrospective du GFEV sur les patients, GPA en échec d'induction par rituximab ou cyclophosphamide qui étaient, réfractaires à l'autre traitement, c'était également à peu près 28. Donc il y a une nécessité d'alternatives thérapeutiques chez certains malades et donc chez ces patients, réfractaires vrais, si on regarde un petit peu, quelles sont les atteintes, c'est principalement des manifestations qui sont dites granulomateuses avec, des masses orbitaires, des pachyméningites, des sténoses trachéobronchiques. Comme on peut voir dans cette étude, de Holleux, sur 59 malades qui répondaient pas à l'endoxan, il y avait 27 de non-répondeurs au rituximab et c'était principalement ces atteintes-là. Et à côté de ces patients qui sont vraiment, réfractaires, on a des patients qui ont une réponse qui est inadéquate, qui est insuffisante au traitement et notamment chez qui on a du mal à sevrer, les corticoïdes et à descendre en dessous d'une dose, acceptable aujourd'hui. Également les formes Grumbling pour lesquelles, des alternatives thérapeutiques seraient, souhaitables. Et si on regarde les recommandations, de l'EULAR, donc celle de 2016 disait que quand un patient était en échec d'un traitement, d'induction par l'endoxan, on switchait par le cyclophosphamide et l'inverse si on avait fait une induction par rituximab. Et les dernières recommandations 2023 sont plus, larges. Ils disent qu'en cas d'échec à un traitement d'induction quel qu'il soit, il faut considérer différentes options thérapeutiques et référer le patient dans un centre de référence et donc on n'a plus forcément cette, obligation d'avoir les 2 traitements, rituximab et endoxan, donc ce qui pourra faire discuter, éventuellement d'un amendement, sur ce protocole. Donc quelles alternatives thérapeutiques peut-on, utiliser? On a des données sur le tocilizumab, notamment dans une étude ancillaire de RAVE, où on a vu que, l'IL6 sérique était corrélé au titre, des anti-PR3 et également qu'il y avait une augmentation du taux d'IL6 sérique, au cours du suivi, et que cela était, corrélé à au risque de rechute majeure chez les patients qui étaient traités dans le groupe, rituximab. Et puis dans le service, on avait montré que, il y avait une augmentation des lymphocytes B producteurs d'IL6, chez les patients qui avaient une GPA active. Et il y a également une étude rétrospective, qui avait, testé le tocilizumab en induction de la rémission et qui était efficace chez, 15 sur 17 patients. Une petite étude. L'abatacept a également été, évalué avec une étude prospective en ouvert sur 20, GPA, peu sévères traités par abatacept. Il y avait 90 de réponses, donc 80 de rémission et cela avait permis d'arrêter la prénigone chez 11 des 15 patients. Et il y a un essai randomisé multicentrique, l'essai Abroguette, qui est en cours, dont on n'a pas encore les résultats. Et enfin, il y a une autre stratégie qui est celle qui est souvent utilisée, par beaucoup de centres en cas, d'échec des 2 traitements classiques d'induction, qui est d'associer le rituximab avec un DIMARD, conventionnel, souvent le méthotrexate. Et il y a notamment une étude, rétrospective qui avait été faite, par Boris, Sorin avec le GFEV sur 17 malades, qui avaient une GPA réfractaire et pour lesquels, le traitement par rituximab et méthotrexate avait montré une bonne réponse chez 88 des patients et c'était encore une fois, quasi exclusivement des manifestations granulomateuses. Donc l'objectif de l'étude satellite est, d'identifier les stratégies thérapeutiques, la stratégie thérapeutique la plus prometteuse pour les patients qui ont une GPA avec une réponse inadéquate au traitement de référence. Donc pour cela, ce sera un essai pragmatique multicentrique de phase 2, qui va être mené, randomisé en ouvert avec un design un peu particulier dit de type pick the winner. Donc voici le schéma de l'étude. Donc les patients qui ont une GPA avec une réponse inadéquate au traitement, sont randomisés dans 3 bras. Un bras, qui sera du tocilizumab, sous-cutané, hebdomadaire, un bras abatacept en sous-cutané hebdomadaire et un bras avec un traitement d'induction par rituximab, classique 4 perfusions, associé à un DIMARDS qui sera préférentiellement, du méthotrexate, mais qui pourra être, alternativement
du MMF ou de l'Immurel, selon la préférence de l'investigateur et les contre-indications du patient. Tout cela, bien sûr, en association avec une corticothérapie. Et le critère de jugement principal sera à 12 semaines, avec la particularité qu'il y aura une analyse intermédiaire. Dès que les 3 bras auront atteint 5 patients, les inclusions seront stoppées. Et l'analyse intermédiaire aura lieu dès que tous les malades seront arrivés à 12 semaines de suivi et qu'ils auront eu l'évaluation du critère de jugement principal. Et à partir de là, on arrêtera éventuellement les inclusions dans un bras si l'efficacité du traitement est jugée insuffisante, c'est-à-dire si il n'y a pas eu de réponse pour les 5 patients de ce bras, ce qui permettra de concentrer les inclusions sur les sur les 2 autres bras restants. Il y a un schéma de corticothérapie, de décroissance de la corticothérapie recommandé, mais qui n'est pas obligatoire. Et donc, le critère de jugement principal, qui sera la réponse ou la rémission au traitement à 12 semaines. La rémission étant définie par l'absence d'activité de la maladie attribuable à la GPA active, l'activité pouvant être en lien avec soit des manifestations vascularytiques, soit granulomateuses, et la réponse par une diminution d'au moins 50% de l'activité de la maladie sans nouvelle manifestation de la vascularite. Il y a des critères de jugement secondaire sur lesquels je ne m'étendrai pas, mais il y a notamment les PRO, les Patient Reported Outcomes, dont on avait parlé tout à l'heure, et la rémission, la réponse à S24 et à S52 également, des critères de qualité de vie. Les critères d'inclusion, donc, ce seront des patients avec une GPA qui ont des symptômes qui sont attribuables à une manifestation active de la GPA. Et ça, c'est important parce que c'est parfois difficile de faire la différence entre séquelles et activité dans ces formes-là, notamment les sténoses trachéobronchiques, par exemple. Et il faudra qu'ils aient une réponse inadéquate au traitement de référence, qui est l'endoxan et le rituximab, ou bien qu'ils aient eu du rituximab et qu'ils ont une contre-indication à l'endoxan. Les patients devront avoir une dose stable de prédnisone d'au moins 7,5 mg par jour depuis au moins 4 semaines et pas de manifestation trop sévère de la vascularite, notamment qui justifierait la réalisation d'échanges plasmatiques. Et la réponse inadéquate au traitement est définie par soit une progression de la maladie, soit une absence de réponse, définie par moins de 50% de diminution de l'activité, soit une maladie persistante qui nécessiterait le maintien d'une corticothérapie au-delà de 7,5 mg par jour. Et cela après 12 semaines de traitement. Ça, c'est les différentes modalités pour entrer dans le protocole. Et donc, en pratique, il est prévu d'inclure au maximum 42 patients, donc 14 par bras, mais des bras pourront être arrêtés plus précocement, chaque bras étant indépendant, avec, comme je le disais, une analyse intermédiaire dès que les 3 bras auront atteint 5 patients. La durée d'inclusion prévue est de 3 ans, avec 1 an de suivi par patient, et il est prévu 50 centres investigateurs. Et où en est-on? Donc, il y a eu beaucoup de retard, comme on le disait, mais ça y est, c'est ouvert et il y a eu le feu vert des inclusions courant janvier. Il y a 10 centres qui sont ouverts et qui ont le feu vert pour les inclusions. Il y a 10 centres qui sont en cours d'ouverture où les mises en place ont déjà été effectuées. Il y a d'autres mises en place qui sont prévues. Et il y a encore de la place si d'autres centres souhaitent participer à l'étude. Bah, je vous invite à soit me contacter, soit contacter Benjamin Terrier pour vous signaler et qu'on vous ajoute comme centre investigateur. Je vous remercie. Romain, tu as levé la main, je crois que tu avais une question. Pick the winner. Pour les inclusions, il va falloir vous appeler quasiment à chaque fois. Enfin, Souvent, c'est souvent des patients qui sont discutés. Là, il y a eu une patiente qu'on a failli inclure. C'était une patiente d'Avignon. Ils avaient pris l'avis de Benjamin, justement, qui avait proposé de l'inclure dans Satellite. Et malheureusement, elle avait une toxicomanie qui n'était pas finalement complètement sevrée, qui n'a pas pu être inclue. Mais c'est souvent des patients où il y a des discussions avec, ouais, soit Benjamin, soit moi, pour voir s'ils sont incluables ou pas. Ouais. Est-ce qu'il faudrait amender suite aux dernières recommandations pour imposer un des deux de référence et que, parce que la contre-indication à l'endoxan, elle peut être formelle, elle peut être théorique. Donc, c'est ce qu'il ne faut pas, je ne sais pas ce qu'en pensent les gens, mais être assez large et ensuite, voilà.
Ça fait partie d'un des éléments de discussion et en effet, je suis preneur de votre avis, mais suite aux dernières recommandations, l'endoxan, il est plus positionné comme étant obligatoire et donc ça pourrait faire l'objet d'un amendement pour dire que ces patients sont en échec du rituximab et ou pour l'endoxan. Après, c'est vrai qu'est-ce que dire que c'est des patients qui sont en échec du rituximab, les inclure dans le protocole, sachant qu'il n'y a pas de bras avec l'endoxan, est-ce que c'est quelque chose qui est acceptable ou pas pour les investigateurs? Parce que c'est vrai que sur une maladie persistante,